Et oui, c'est l'international, c'est une merveilleuse hymne des révolutionnaires du monde entier et depuis toujours. Mais du passé faisant table rase, cette phrase, elle peut vraiment prêter à beaucoup de confusion. De quel passé on fait table rase ? Comment on transmet? Et pourquoi ne se remet-on pas dans le contexte de l'époque? Hier, on parlait encore de Autant en emporte le vent, film raciste. Aujourd'hui, Les Intouchables, vous vous rappelez des Intouchables, film magnifique avec Omar Sy, justement, qui prend beaucoup position en ce moment, et François Cluzet. Eh bien, pour nous, c'était un film où, au contraire, il y avait Omar Sy qui aidait François Cluzet, qui était paralytique, etc. Eh bien, aux États-Unis, c'est un film raciste. Oui, parce que le personnage d'Omar Sy, un noir, il est au service du blanc, et voilà encore le noir, encore assigné à résidence comme serviteur du blanc. Et voilà, et on pourra en parler pendant des heures. Et vraiment, on aimerait comprendre. Et on avait reçu, il y a quelques jours, pour la politique, et il en avait parlé magnifiquement de l'Afrique, des relations entre la France et l'Afrique. On avait reçu Andréane Gombe, qui est candidat à la présidence de la République du Congo, qui est opposant, qui est activiste au sein du collectif Sassoufi, qui est en exil en France, qui est là. Andréane Gombe, vous, parce qu'on se réfère souvent là à l'Afrique, en tout cas certaines ligues de défense et autres se réfèrent à l'Afrique. Mais au-delà, encore une fois, des communautarismes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette espèce d'incendie? Et surtout en disant, attention, vraiment du passé faisons table rase, et tous les gens qui se sont mal comportés, y compris il y a 2 siècles, eh bien, écoutez, il faut les éliminer. Qu'en pensez-vous? Oui, Monsieur Verkoff, vous avez souligné avec la petite chanson qui a fait l'introduction du passé faisant table rase, donc l'international communiste. Il faut distinguer 2 choses principales. Il y a l'antiracisme classique, sincère, qui vise à l'égalité des races. Et, on peut adhérer à cela, mais il y a des agendas communautaristes qui sont sous-jacents et des agendas suprémacistes, de suprémacistes noirs, comme de certaines ligues que vous avez citées. Et donc, vous avez là la combinaison d'une espèce de naïveté aussi qu'on voit souvent dans les services et la police française, c'est de mettre sur un même pied d'égalité des gens qui ont vécu une certaine époque, que ce soit Churchill ou Christophe Colomb, avec des faits récents. Donc, dans chaque bavure policière, ces individus voient en fait le retour du grand soir pour mettre fin à la démocratie libérale et au capitalisme en quelque sorte. Donc, à chaque fois, on nous répète cette espèce de rengaine et c'est le mouvement sous-jacent. Mais ce mouvement sous-jacent, à votre avis, est-ce qu'il est, sans tomber du tout dans un quelconque complotisme, est-ce qu'il est organisé? Est-ce qu'il est spontané? Est-ce que certains mettent de l'huile sur le feu pour, vous l'avez un peu dit, enfin pour des raisons politiques, d'exploitation politique ou électorale ou autre? Il y a quand même quelque chose qui se passe au même moment, avec aussi, vous avez vu, ce repentir de la part, effectivement, d'un certain nombre de partis politiques, etc. On se met à genoux, on l'embrasse, etc., etc. C'est quoi? C'est une récupération politique? C'est souffler sur les braises? C'est quoi? Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de l'instrumentalisation des blessures identitaires africaines. Donc, c'est des blessures qui existent. Hein. Quand vous avez eu votre ancêtre ou votre grand-père massacré, évidemment, vous êtes sensible à cette question et donc des partis politiques veulent capitaliser dessus. À ne pas oublier qu'il y a bientôt le 2e tour des élections municipales françaises. Donc, dans ce contexte-là, on s'engouffre dans la brèche. En revanche, il y a un contexte beaucoup plus global, c'est que les dictatures, les régimes autoritaires sentent le sang, ont le flair pour sentir le sang et veulent à tout prix attiser les fractures dans les sociétés démocratiques pour les mettre en épouvantail et dire voici le contre-exemple. Chez nous, l'ordre règne, comme l'ordre régnait à Varsovie, et chez vous, c'est à peu près le bordel, pour le dire assez crûment. Et pour ne pas tomber dans le complotisme, mais donner quelques chiffres et quelques faits, quelques dates. Donc, le 29 mai dernier, M. Moussa Faki Mahamat, qui est le patron de l'Union africaine, a fait une déclaration calée sur la propagande chinoise contre le régime américain pour le traité de racisme et tout ce qui s'ensuit. Mais par exemple, ce monsieur Moussa Faki Mahamat, est lui-même le produit de sociétés où la discrimination ethnique favorise les carrières
Donc il est du Tchad et il est de l'ethnie du président, ce qui a favorisé largement sa carrière et sa vie personnelle. Donc il y a cette espèce d'épouvantail américain qu'on veut mettre devant tout en gommant, évidemment. Donc c'est une forme de distraction. Et dans la contestation purement française, vous avez l'ONG qui s'appelle le CRAN, donc le Conseil représentatif des associations noires de France, qui en 2014 était à Brazzaville, rencontrer le dictateur local pour avoir un soutien contre une société française qui s'appelle SPI Batignolles pour les poursuivre de crimes contre l'humanité. Donc vous avez une perméabilité entre les suprémacistes noirs et ce qu'on qualifierait des mouvements indigénistes avec des États autoritaires comme aussi bien la Chine, l'Iran que certaines dictatures africaines. Oui, mais alors, André Ngombe, justement, allons au fond de l'affaire, et c'est très intéressant. Que un certain nombre de Blancs aient été coupables, et plus que ça, et responsables et coupables de l'esclavage pendant des siècles, c'est clair. Ils n'ont pas été les seuls, mais ils l'ont été. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce sont que les mêmes qui disent, oui, ça suffit, le privilège blanc, oui, la France est raciste, systémique, etc., les bons mots, hein, qui en fument aussi. Mais pourquoi? Par exemple, quand on leur dit, mais attendez, comment vous analysez le Rwanda, les Hutus et les Tutsis? Là, c'était pas blanc et noir. Comment vous analysez l'esclavage actuel en Mauritanie, par exemple, pour ne parler que la Mauritanie? Mais vous savez mieux que moi que l'esclavage continue encore dans certains pays d'Afrique. Comment vous expliquez, effectivement, vous parlez des ethnies, etc. Eh bien ça, en tout cas ici, il y a un silence absolument assourdissant. On n'en parle pas de ça. Non, ça n'existe pas. Il y a juste... Et il faut éviter de s'engouffrer dans ce créneau parce qu'ils auront toujours raison à la fin, parce que c'est une logique qui s'auto-alimente. Parce que si vous prenez le cas Hutu-Tutsi, vous aurez des gens qui vont argumenter que c'est l'État belge, durant la colonisation, qui a institué, qui a favorisé l'un contre l'autre, du coup, qui a alimenté. Donc, vous aurez toujours tort à tous les coups. En revanche, il faut souligner qu'il y a un désir de république chez ces gens, mais qui est en fait nié par eux-mêmes. Quand vous demandez la fin des contrôles aux faciès, c'est que vous demandez que la République soit aveugle à votre couleur de peau. Mais en même temps, vous le revendiquez en tant que communauté noire. En gros, vous détruisez par votre modus operandi l'objet même pour lequel vous vous battez. Donc si vous vous battez pour que le contrôle aux faciès disparaisse, c'est que vous battez pour que la police de la République ne reconnaisse plus votre couleur de la peau comme un critère discriminatoire. En revanche, vous le réclamez en tant que noir. Donc, il y a vraiment une contradiction fondamentale dans cette demande-là. Et du coup, cela m'emmène à dire qu'il y a une insincérité dans la demande. C'est que l'objectif final n'est pas de mettre fin à la discrimination. L'objectif final, c'est de faire un anachronisme et de pousser un agenda politique. De faire, pardon, vous avez dit de faire... Un anachronisme, c'est de l'anachronisme, en fait, pour faire donc des procès politiques sur des figures du passé qui représenteraient une identité que vous détestez ou que vous rejetez. Pour prendre un cas encore plus précis, c'est assez technique, mais je vais être très précis sur le fait, quand on parle du Code noir de Colbert, les gens ont tendance à le prendre de manière négative. Évidemment, c'est un code absolument épouvantable, mais dans le contexte de l'époque, il constitue une avancée pour les droits des personnes esclaves, puisque avant cela, il n'existait aucun cadre légal qui permettait de donner des sanctions ou de dire quels étaient les droits et les obligations d'un propriétaire d'esclaves. Donc Colbert, quand il le fait dans le sens d'une avancée juridique pour encadrer le phénomène qui était évidemment livré à tout et n'importe quoi. Donc vous avez André Ngombe, mais voilà, mais vous touchez au cœur du problème, parce que quelqu'un, un jeune, qui n'a pas étudié l'histoire comme vous l'avez étudié, qui n'a pas été d'ailleurs, les professeurs ne l'ont pas fait, personne l'a fait, il entend Colbert fils de pute, comme ça a été dit il y a 3 jours, et puis il dit ah oui c'est vrai, Colbert c'est un fils de pute, il faut abattre les statues, etc. Mais c'est le refus de la pensée complète. Je vous ai dit, il y a des individus qui surfent sur les blessures identitaires à des fins politiques, à des fins d'objectifs politiques. Et je vous ai ramené le contexte de l'élection municipale et du second tour qui approche. Donc évidemment, les municipalités qui ne poseront pas le genou à terre seront susceptibles de perdre ces différents électorats, et donc c'est cet objectif-là. Mais pour aller plus loin, ce qui est beaucoup plus problématique, ce n'est pas le fait que le grand-père Colbert ait fait ceci ou cela, c'est plutôt plus récemment cette tendance, évidemment, à la police française, la gendarmerie française,
d'être en accord de coopération avec des régimes dictatoriaux, notamment en Afrique, et qui forment des polices criminelles, des polices qui tuent. Oui, et mais là, c'est lié, André Ngombe, juste un mot, c'est lié. Je comprends que vous reveniez au contexte africain, mais c'est lié. Si on n'apprend pas aux gens, si on n'enseigne pas aux gens leur histoire, eh ben vous savez très bien, ils auront intérêt, Santana le disait, et les drames auront intérêt à se répéter. Il est là le problème. Oui, il faut enseigner, mais il faut bien tenir compte, et j'insiste sur le fait, il y a des professionnels et des militants de la frappe politique. Pour eux, quel que soit l'enseignement, ils sont dans un monde de plus en plus parallèle. Donc, vous avez un rejet de l'universalité du droit, un rejet de l'universalité de la démocratie. Donc, même si vous enseignez, ils ont des écoles parallèles, ils ont des idéologies parallèles. Oui, enfin, on pourrait les combattre. Personne. Oui, mais personne ne les combat aujourd'hui. Oui, M. Vercors, vous avez l'habitude je connais votre professionnalisme. Si vous faites juste un tour sur les concepts d'afrocentrisme ou des différents blogs qui existent aussi bien en France qu'aux États-Unis, il y a toute une humanité parallèle qui se développe où en fait tout aurait été inventé par les Noirs. On ne crédite personne d'autre de la découverte de quoi que ce soit. Et on se demanderait même si Christophe Colomb, au fond, n'était pas en fait un noir caché. Donc vous avez ces tendances-là qui existent et qui sont des agendas politiques, en fait. Merci André Ngombe, on reparlera aussi de tout ça et on fera appel à vous. Merci en tout cas de vos éclaircissements.